Alors, chers amis et collègues invités, professeur Ibtissem Chechou, chers amis du club Acculé de Mador, chers étudiants, professeur Dabah Sbah qui nous fait l'honneur de sa présence, Madame Sbah, c'est l'auteur de Fahla, le premier roman en langue algérienne, écrit en alphabet arabe et alphabet latin, donc à découvrir. Je vous en ai parlé pendant le cours, donc il est là, en personne, hein, profitez-en. Chers amis du club Acculé de Mador, je vous souhaite la bienvenue et en espérant que cette rencontre vous soit très bénéfique. Donc à travers ce nouvel ouvrage intitulé Introduction à l'histoire des langues en Algérie, Ibtissem vient de clore, volontairement ou involontairement, une belle trilogie sociolinguistique composée de deux précédents ouvrages, sociolinguistique de l'Algérie, sociolinguistique du Maghreb, et puis là, elle s'attaque à carrément l'histoire des langues en Algérie. Donc oui, trilogie, hein, je soutiens bien ce mot, car bien que cet exercice scientifique soit très éloigné de la tragédie grecque, il n'en est pas moins passionnant. En effet, il a trait à un des éléments fondateurs de l'identité des peuples, à savoir la langue. Et connaissant toutes les crispations, les attitudes conflictuelles, voire les frustrations que cristallise le sujet des langues en Algérie, il ne faut vraiment pas manquer de courage et encore moins d'arguments pour l'aborder de la manière dont elle le commet. Oui, commettre, c'est le verbe que je choisis d'utiliser pour décrire cette action, car à mon sens, c'est celui qui lui sied le mieux. En effet, cet ouvrage donne un coup de pied académique dans la fourmilière des récits fantasmés et autres mythes nourris par les penchants idéologiques et intérêts politiques des uns et des autres. C'est donc sur un axe diachronique qu'Ibtissem a choisi de nous parler des langues cette fois-ci. Et pour ce faire, elle remonte jusqu'aux temps les plus éculés de la haute antiquité pour nous décrire les paysages linguistiques de l'Algérie. Il est question de la formation du proto-berbère, du libyque ou du carthaginois, etc., mais également de leurs différents usages et de leurs statuts respectifs, etc. Bref, énormément d'informations sont à portée de main pour qui veut apprendre. L'enquête qu'Ibtissem a menée pour cet ouvrage est aussi riche que variée, car elle a le mérite d'avoir cherché des arguments tangibles qu'elle vient nous servir sur un plateau. Pour finir, je dirais que, bien qu'intitulé en toute modestie « Introduction à l'histoire des langues en Algérie », cet ouvrage qu'Ibtissem vient de nous offrir en 2023 et publié aux éditions Al-Hibr à Alger est bien plus qu'une introduction. Il consolide la référence désormais incontournable qu'est Ibtissem Chechou en matière de sociolinguistique en général et de l'évolution des langues en particulier, ainsi que de la coexistence des langues en Algérie en particulier. Il était à espérer que cet ouvrage aura un grand écho au niveau des universitaires et autres intellectuels et qu'il sera à l'origine d'une véritable remise en question du discours épilinguistique de tout ce qui en découle forcément. Sur ce, je tiens à remercier mon amie Ibtissem pour ce précieux cadeau qu'elle fait à tous les féris de la sociolinguistique. Je lui cède avec beaucoup de plaisir la parole et vous souhaite d'y prendre autant de plaisir que moi. Merci beaucoup Farida, merci de cette présentation, de tes présentations toujours généreuses, toujours exagérées peut-être, mais voilà, donc merci beaucoup pour cette présentation, merci pour ces précisions. Je crois que tu as dit beaucoup de choses à propos de ce livre. Je te remercie encore une fois de ton invitation, je te remercie de cette présentation. Je remercie notre aimable assistance, les amis qui sont venus de loin pour assister à cette conférence, à la présentation de cet ouvrage. C'est la deuxième fois que je présente cet ouvrage. La première fois, c'était à Relizane, il y a quelques jours. Donc, je l'ai présenté devant les étudiants et les collègues de l'université de Relizane. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de le présenter ici à Mostaganem. Et voilà, donc je vais brièvement présenter un peu le contenu de cet ouvrage et par la suite on aura un débat, je l'imagine très riche concernant la question des langues en Algérie. Donc comme vient de le rappeler Farida, c'est la suite de deux ouvrages individuels, la situation sociolinguistique de l'Algérie et sociolinguistique du Maghreb.
Et j'ai fait aussi des ouvrages collectifs à côté pour un plurilinguisme algérien intégré qui est sorti en 2016 et Langue et dynamique urbaine au Maghreb qui est sorti en 2020. Et il y a un ouvrage aussi qui va sortir en 2024, un ouvrage collectif intitulé « Les discours des mouvements contestataires à l'ère des réseaux sociaux numériques ». Donc c'est un ouvrage où où il y a beaucoup d'articles sur les différents mouvements de contestation à travers le monde, et il y a des ouvrages, enfin il y a des articles aussi consacrés au Hirak algérien. Alors que dire de cet ouvrage? Peut-être la genèse de cet ouvrage un petit peu, et ensuite les points que j'ai abordés dans ce livre. Alors c'est un livre dans la naissance, on va dire, remonte à 2011, où j'ai commencé à enseigner la matière origine et évolution de la langue française à l'université de Rennes. Donc l'idée a émergé à ce moment-là, et je devais préparer le cours de origine et évolution de la langue française, et j'étais frustrée quelque part, parce que je me disais, il y a tellement d'introductions aux origines des langues, de la langue française, il y a tellement d'ouvrages sur l'histoire de la langue française, ce qui relève de la diachronie, mais sur les langues algériennes, nous n'avons pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de littérature, il n'y a pas beaucoup d'écrits, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages de synthèse, il y a beaucoup d'articles. Nos aînés, si vous voulez, ont commis, comme a dit Farida, beaucoup d'articles sur différentes langues. Il y a des domaines d'études, le domaine des études berbères, le domaine des études arabes, la dialectologie arabe. Donc il y a différents domaines et différents spécialistes qui chacun travaille un peu d'une façon isolée des autres, mais nous manquons, on va dire, d'ouvrages de synthèse sur l'ensemble des langues pratiquées en Algérie et au Maghreb. Donc je pense qu'à part peut-être Langue et pouvoir en Algérie de Mohamed Ben Rabah, donc un ouvrage aussi fondamental, et la Darija, langue 3 fois millénaire de Abdou Ilimam, nous n'avons pas beaucoup d'ouvrages qui ont traité comme ça, d'une façon synthétique, de la question des langues. Donc c'est né d'une frustration, vous savez, tout écrit est né aussi d'une frustration. Professeur Rabah Sba est là pour dire aussi que Fahla est né aussi d'une frustration, la frustration qui n'est pas sur la scène littéraire algérienne, des écrits en arabe algérien. Et donc ma frustration, c'était aussi de ne pas trouver ces ouvrages qui traitent de l'histoire des langues. Maintenant, l'autre frustration aussi provient des discours, on va dire, extrémistes, des discours fanatiques, des discours haineux et des discours réducteurs sur les langues. Donc nous ne connaissons pas ou mal, du moins nos étudiants, l'histoire de l'émergence, l'histoire des langues, donc leur émergence, leur naissance, leur formation, leur évolution et ce qu'elles deviennent maintenant. Tous les problèmes liés à leur dénomination, par exemple, à leur identification en tant que langue, en tant que dialecte, etc. Il y a beaucoup de confusion chez nos étudiants par rapport à ces questions. Donc, il me semblait important de faire un ouvrage où je parle des langues algériennes, des plus anciennes aux plus récentes, on va dire. Mais sur un plan diachronique, sur des millénaires, ce n'était pas un travail facile. Il fallait trouver la démarche, la méthodologie. C'est une étude historique. Il faut peut-être aussi adopter la démarche de l'historien et du linguiste. Donc c'était difficile. Comment commencer le livre? Ça a été aussi une question qui s'est posée à moi. Est-ce que je dois commencer par le berbère? Est-ce que je dois commencer par l'arabe algérien, par le français? Est-ce que je dois me documenter sur toutes ces langues et ensuite commencer la rédaction du livre? Donc ce sont des questions qui se sont posées à moi. Donc j'ai commencé à faire, comme je le dis aux étudiants pour leur mémoire, à faire le sommaire du livre dans un premier temps. Et par la suite, j'ai décidé de commencer par, par ordre chronologique, on va dire, des langues les plus anciennes aux langues les plus
récentes. Et il fallait à chaque fois se documenter sur une langue et écrire le chapitre sur cette langue. Mais parfois, je faisais aussi des va-et-vient parce que parfois la documentation manquait. J'ai fait un chapitre sur la lingua franca, par exemple, et je ne pouvais faire ce chapitre qu'en ayant l'ouvrage de Jocelyne Dahlia, la lingua franca. Donc, Farida m'a gentiment ramené le livre parce qu'elle était en déplacement à ce moment-là. Donc, elle m'a gentiment ramené le livre qui faisait 800 pages. Et sans ce livre-là, je ne pouvais pas rédiger ce chapitre. Mais il y avait d'autres articles, d'autres ouvrages qui m'ont permis de le rédiger, mais c'était un ouvrage clé qui n'existe pas dans les bibliothèques algériennes. Il y a un autre ouvrage, ça j'ai raconté aussi, les premiers berbères de Melika Hachib, un ouvrage fondamental aussi pour la connaissance de l'histoire du Maghreb, pour la connaissance de la formation des premières populations berbères, les Ibéro-Maurusiens en Algérie. Et cet ouvrage, je l'ai cherché pendant presque 1 an et demi, partout, et je ne l'ai pas trouvé. Donc c'était une difficulté importante. Et quand j'ai dû signer l'année passée mon PV de sortie, j'ai fait un tour dans la bibliothèque de l'université de Mostaganem et je l'ai trouvé là. Donc il était à côté et je suis allée le chercher partout, même à l'étranger. On m'a dit que le stock était épuisé et finalement j'ai trouvé 3 exemplaires à l'université de Mostaganem qui étaient là depuis 2002. C'est pour vous dire que parfois. Et donc mais c'est des hasards, c'est de la chance aussi. Donc j'ai estimé que j'étais chanceuse à ce moment-là. Et donc j'ai exploité aussi le livre et j'ai cité des extraits, des passages importants et je me suis appuyée sur son argumentation par rapport au libique, à l'ancien berbère, etc. Donc voilà, donc il faut beaucoup de documentation, il faut s'organiser et puis voilà, c'est des coups de chance. Et puis comme c'est un travail interdisciplinaire, j'ai dû donc collecter des informations qui relevaient de la génétique, de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, de la paléontologie. Et parfois, j'avais besoin aussi de l'aide des spécialistes. Et donc, je n'hésitais pas à chaque fois à aller vers ces spécialistes pour leur demander de relire un article, si j'ai bien compris, un article en génétique, etc. Ce que ça voulait vraiment dire ça, ou je demandais des explications. Donc, voilà, ça c'est un peu les difficultés que j'ai rencontrées, mais c'est aussi le plaisir que j'ai rencontré à avoir ces difficultés pour écrire ce livre. Parce qu'il faut être passionné par les livres pour écrire des livres et sur des questions importantes. Alors, ce qui a motivé aussi cet ouvrage, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est les discours haineux, c'est les polémiques, c'est l'essentialisation de ces questions, c'est le fait de ramener des questions linguistiques à des questions identitaires, de faire un peu une fixation un peu sur ces questions, et c'est ça qui fait naître ces discours extrémistes. Donc l'objectif de cet ouvrage, c'est de montrer que l'histoire de nos langues, c'est une histoire millénaire, ça remonte à des milliers d'années, qu'il y a eu des formations différentes de ces langues. Donc j'aborde la question du libique dans un premier temps, de l'ancêtre du berbère si vous voulez, comment il s'est formé. Il y a 9000 ans, entre 9000 et 8000 ans avant Jésus-Christ, avant notre temps présent. Donc c'est des langues très anciennes. J'ai essayé de voir un peu les traces dans le domaine de la toponymie, dans l'onomastique. Toponymie, c'est les noms des lieux, l'onomastique, les noms propres de personnes, etc. Tout ce qu'on a trouvé sur des stèles, parce qu'il n'y avait pas d'écrit à l'époque, donc on pouvait trouver sur les stèles. Et j'ai insisté aussi sur le fait qu'à un moment donné, on se contente des hypothèses, parce qu'on ne peut pas affirmer comment est née telle langue, à quelle époque précisément, etc. Par exemple, la question de l'unité structurale du berbère. Est-ce que ça a été une seule langue à un moment donné de l'histoire? Ça, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas le prouver. On peut le supposer qu'à un moment donné, il y avait une seule langue, parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour justifier l'enseignement du tamazight scolaire, une seule variété valorisée, standard, etc., on va essayer de remonter ou d'inventer, on va dire, un passé à cette langue
dont on n'est pas sûr. Est-ce qu'à un moment donné, il y avait une seule population qui parlait une seule forme de berbère? On a toujours, depuis que nous avons des preuves, des traces de cette langue, le libyque et le berbère, nous savons très bien qu'il y avait différentes langues berbères, différentes variétés de berbère et différentes transcriptions aussi, différents alphabets de cette langue berbère, etc. Donc je pense que pour nos langues, les langues que nous pratiquons, elles ont toujours existé à l'état de variété. Ce qui ne réduit en rien la valeur de ces langues, parce que la variété, elle est partie intégrante de la langue, elle est intrinsèque aux langues. Donc les langues existent toujours dans cet état, même aujourd'hui, et la norme, c'est un peu une projection fantasmée que l'on fait sur les langues. Donc c'est le cas du berbère, par exemple, donc pour cette idée de l'unité structurale un peu fantasmée, un peu imaginée, un peu exagérée, sur laquelle nous nous appuyons aujourd'hui pour justifier donc la normalisation ou l'unification de Tamazight. Il y a aussi la question de l'autre langue, on va dire, qui est l'arabe algérien, et toute cette question que j'aborde dans un chapitre et où on explique que l'origine, par exemple, de l'arabe algérien, c'est le punique. Et donc je reviens sur cette histoire de punique, donc je me base sur les travaux, sur la thèse de Abdou El-Imam, mais j'essaie aussi de la nuancer avec des travaux qui ont un peu émis des réserves, on va dire, par rapport à cette hypothèse, les travaux de Louis-Jean Calvé, les travaux de Lali Abdelzer, et mes propres réflexions aussi sur cette question, parce que le punique, il a été pratiqué il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, un peu partout, mais sur les comptoirs en Méditerranée. Mais à un moment donné, le punique a disparu, parce que quand les Arabes sont arrivés, par exemple, à partir du 8e, 9e siècle, il n'y avait pas de trace de la pratique du punique, ni à l'oral, ni encore moins à l'écrit. À l'oral, on ne pouvait pas l'attester de toutes les façons. Donc, c'est une thèse qui m'a aussi interpellée, parce que après, Abdou El-Imam, il avait fait un travail scientifique, il a fait un travail académique, mais ces thèses ont été reprises par la suite sur les réseaux sociaux numériques, notamment pour associer le punique au phénicien, le phénicien à l'arabe, l'arabe à une langue adamique, etc. Et on est donc parti dans un délire dangereux, et on a beaucoup de pages maintenant sur les réseaux sociaux numériques qui expliquent que l'arabe algérien vient du punique, le punique vient de l'arabe, c'est complètement faux, et que l'arabe c'est la langue adamique, la langue du paradis, etc. Donc ça aussi c'est des thèses dangereuses. Je ne parle pas du travail d'Abdou El-Imam encore une fois, mais de ce qui a été, on va dire, développé à partir de cet ouvrage. Et c'est quelque chose aussi qui est dangereux. C'est une thèse qui a aussi été défendue pour contrecarrer, on va dire, l'intégrisme berbériste, si vous voulez. Parce que voilà, on a répondu un peu à l'intégrisme berbériste par un intégrisme d'un autre ordre qui a essayé de ressusciter cette question du punique. Mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres pays comme la Syrie, où on est en train de dire que l'assyrien c'est la langue d'origine, etc. Et que l'arabe c'est une langue dominante, une langue de l'intrus, de l'étranger, du conquérant, etc. Donc pour essayer de clarifier un peu ces questions, donc j'ai consacré ce chapitre à la langue punique. Et en Algérie, il n'y a pas que le libyque et le berbère, il n'y a pas que le punique et l'arabe algérien, mais il y a d'autres langues aussi qui ont été pratiquées. Nous avons le latin et le latin africain. Le latin, par exemple, le 1er, 2e siècle de notre ère, on a eu beaucoup de nombreux érudits, écrivains, numides, latinisés, et qui ont produit une littérature très importante, qui ont produit des livres de grammaire. On a des livres de grammaire comme ceux de Donat et de Priscien, dont on s'est servi pour l'enseignement de la grammaire du latin jusqu'au 19e siècle. Nous avons des livres de philosophie, mais d'astronomie, de la littérature, Apulée de Mador.
Nous sommes chez lui, Apulée de Mador, c'est aussi le premier peut-être romancier de l'humanité, un numide qui a écrit en latin. Nous avons Saint-Augustin, bien évidemment. Et Saint-Augustin, certains linguistes, par exemple extrémistes, ont écrit noir sur blanc qu'on ne considère pas Saint-Augustin comme un Algérien. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas revendiqué sa berbérité. C'est un peu normal parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de conscience linguistique, il n'y avait pas de conscience politique. Et puis, on était libre, hein, on était numide et on pouvait épouser, si vous voulez, la culture que l'on veut, la langue que l'on veut, etc. Donc, là aussi, il y a des crispations par rapport à des personnages de l'histoire que je revendique comme étant des écrivains numides, algériens, latinisés, punicisés, arabisés, francisés ou algérianisés, aujourd'hui on va le dire, mais c'est un patrimoine qui nous appartient, c'est une littérature qui nous appartient. Ce sont des personnages qui sont les nôtres, on va dire. Et donc il n'y a pas lieu d'exclure ni présentement, ni de le faire un peu, on va dire, dans le passé. Donc ça aussi, c'est des questions aussi que j'ai essayé d'aborder. Donc il y a le latin africain, par exemple, qui était pratiqué en Tunisie au XIIe siècle. Donc c'était un latin parlé, bien évidemment mélangé avec l'arabe de l'époque, ou avec la langue de l'époque, ou le berbère de l'époque. Et il y a aussi des langues comme la lingua franca, donc que j'ai abordé, c'est la langue des ports parlée ou pratiquée dans les ports en Méditerranée, donc à partir du XVe siècle, donc une langue faite de portugais, d'espagnol, de français, d'arabe, etc. Donc là aussi, j'ai consacré un chapitre à cette langue-là et à la littérature à laquelle elle a donné lieu. Bon, c'est pas une littérature très importante, c'est des chansons, c'est quelques textes, etc. qu'on a retrouvés donc dans l'ouvrage de Jocelyne Dakhlia. Il y a aussi le sabir avec l'arrivée des Français aussi, et ça a donné lieu aussi à une littérature aussi qui n'est pas importante, mais c'est des petites pièces de théâtre, des petites chansons. Voilà, dans le bourgeois gentilhomme, c'est la lingua franca dans le bourgeois gentilhomme. Et donc, voilà. Ensuite, donc j'ai parlé pour finir, c'était le français. Avant de finir, c'était l'arabe algérien. Donc, j'avais parlé de cette thèse, de cette antithèse. Et j'avais parlé aussi de la production littéraire en arabe algérien. Donc, j'ai cité, bien sûr, le travail de professeur El Bahsba, Fahla, etc. Mais j'ai parlé d'une façon plus détaillée du Melhoun, par exemple, du Cheikh Melhoun, qui est, je pense, le genre majeur de la littérature algérienne d'expression algérienne. Voilà. Donc, et pour finir, j'avais aussi abordé la question du français, de l'appropriation du français par les Algériens, que ce soit en littérature, mais dans différents domaines. Donc, juste pour expliquer que nos langues coexistent pacifiquement, que nos langues constituent des richesses pour nous, qu'elles véhiculent un patrimoine très important et qu'il faudrait peut-être éviter ces attitudes d'exclusion, ces renfermements sur soi, si vous voulez, et cette attitude un peu extrémiste qui est celle de certains et qui utilisent la langue comme l'élément le plus emblématique de l'identité pour s'enfermer, mais pour créer parfois de la division, parce que parfois c'est voulu aussi. Et je le rappelle aussi, aujourd'hui, en temps de guerre, il y a une guerre qui se déroule pas loin de chez nous. Et quand on veut détruire un pays, on ne le bombarde pas uniquement, mais on efface ses symboles, on efface ses vestiges, on efface son histoire, on tue ses intellectuels, on falsifie les récits qui racontent ces populations, etc. D'où l'importance de documenter notre histoire, de rendre compte de ce que nous sommes réellement, et nous sommes une représentation de ce que nous pensons être. Nous sommes, voilà, c'est des représentations, mais plus il y a de représentations et mieux c'est complexe, c'est divers, c'est varié,
Et j'ai une version de l'histoire des langues en Algérie qui peut être différente, faite par un autre linguiste par exemple. Mais c'est à ça que sert, je pense, la recherche, à échanger, à nourrir les connaissances dans un domaine donné. J'ai hésité quant à l'intitulé du livre. J'avais écrit l'histoire des langues en Algérie, mais comme c'est important de donner son travail à lire, donc je l'ai donné à certains collègues, et comme ils ont vu dans l'introduction que j'étais assez prudente par rapport au contenu, etc., ils m'ont suggéré introduction à l'histoire des langues, et j'ai trouvé ça très bien. Parce qu'une histoire des langues, ça suppose beaucoup plus de pages que, je ne sais pas combien, 175 pages peut-être. Et voilà, donc je pense que pour d'autres ouvrages, il faut peut-être prendre chaque langue à part, et chaque langue algérienne, je vais dire, peut faire l'objet d'un ouvrage à part, d'un livre à part. Et j'encourage mes collègues et les spécialistes du domaine à faire des livres sur ce que nous sommes ou sur ce que nous pensons être. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Tissem pour cette scène.